Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. Maître Huguette Bokwe-Nyakadja était ce jeudi au cabinet de la vice-présidente de la République. Au menu de ce tête-à-tête entre les deux autorités, la situation de la femme au Bénin, de même que la dynamique portée par l'Institut national de la femme pour améliorer la situation du genre. Il est envisagé la consolidation du tandem qui existe déjà en la matière pour plus d'impact. Vous suivrez dans ce journal les propos de la présidente de l'Institut national de la femme au terme de la rencontre. Atelier de validation du rapport provisoire de l'élaboration du programme national de développement de la filière soja 2000 deuxième génération sera également au menu de cette édition. Il s'agit des assises organisées par l'équipe du coordination du projet d'appui au développement des filières protéiniques qui s'inscrit dans le cadre du processus de rayonnement de la filière. C'est l'une des étapes importantes de la démarche entamée depuis septembre 2022. Nous aurons également droit à une note de gaieté à la place de l'Amazone qui est depuis quelques jours la destination première des citoyens de Cotonou. Des concerts live sont animés presque tous les jours pour agrémenter les vacances. C'est une initiative du gouvernement béninois baptisée Chante et danse avec l'Amazone. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Tête à tête ce jeudi entre la vice-présidente de la République et la présidente de l'Institut national de la femme, Maître Huguette Bokwe-Nyakadja est allé échanger avec son hôte sur la situation de la femme au Bénin, de même que la dynamique portée par l'Institut pour améliorer la situation du genre. Il est envisagé une consolidation du tandem qui existe déjà en la matière pour davantage d'impact. Au terme de la rencontre, nous avons recueilli pour vous les propos de la présidente de l'Institut national de la femme. Elle est au micro de Nagui Balagbe. Il était important pour nous de venir vers la vice-présidente de la République pour discuter d'un certain nombre de sujets que nous avons en commun. La question de la promotion du leadership féminin est une question très importante. La question de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, une lutte qui intègre l'éducation des filles, une lutte qui intègre également l'implication des hommes dans le combat que nous menons. Il y a un sujet particulier pour lequel nous tenions également à féliciter Madame la vice-présidente de la République. C'est l'initiative qu'elle a prise, cette grande innovation dont elle est l'auteur, qui est ce projet de mettre en place un ordre du mérite féminin. C'est une première et elle nous avait fait l'honneur de nous associer aux toutes premières réflexions concernant la mise en place de cet ordre national du mérite féminin. Nous avons parlé aussi de ce que la volonté politique affichée par le chef de l'État de façon très concrète fait qu'il y a un vent favorable qui souffle actuellement. Le vent est favorable pour la promotion du leadership féminin. Et j'ai partagé avec elle la certitude, la conviction de l'Institut national de la femme qu'il y a dans nos valeurs endogènes, il y a dans nos préceptes, il y a dans nos traditions des ingrédients qui promeuvent les droits des femmes et sur lesquels nous pouvons également nous appuyer pour faire la promotion du leadership féminin. Je lui ai dit qu'à plusieurs reprises, je me suis inspirée de l'entretien qu'elle a donné et qui est disponible sur YouTube concernant l'impératrice de Niki, celle qu'on appelle Nonkogi. Voilà, c'est en interrogeant notre passé, en convoquant notre passé, que nous pouvons affirmer dans notre présent que la participation de la femme à la vie politique et publique ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons passé ces moments de partage avec elle et nous repartons convaincus de ce que la vice-présidente de la République, avec son expérience, avec sa sérénité, sa pondération qui sont toutes naturelles et tout le savoir qu'elle a, elle est une alliée sûre. Atelier de validation du rapport provisoire de l'élaboration du programme national de développement de la filière soja deuxième génération. Les assises organisées par l'équipe de coordination du PADEFIP, entendez,
projet d'appui au développement des filières protéiniques s'inscrit dans le cadre du processus de rayonnement de la filière. C'est l'une des étapes importantes de la démarche entamée depuis septembre 2022. Imet Elena Mosso pour plus de précisions. Élaboré dans un contexte particulier pour le secteur, le Programme national de développement de la filière PNDF Soja deuxième génération est presque disponible. Les présentes assises marquent une étape importante du processus de sa conception enclenchée depuis septembre 2022. Soumis ici à l'appréciation des différentes catégories d'acteurs et parties prenantes en vue de sa validation, le document résume les initiatives et actions à mener afin d'améliorer de manière durable la production, la productivité ainsi que la compétitivité du soja béninois. C'est déjà heureux de constater qu'il y a un parterre d'acteurs de tous les secteurs qui interviennent dans la filière. C'est le lieu de remercier tous les acteurs qui ont contribué à ce processus et surtout notre bailleur, qui est l'Agence française de développement, qui a bien voulu accepter que le PADEFIP accompagne l'élaboration de ce document sous le leadership de l'agence de l'ATDA 4. Ce PNDF fixe les objectifs que nous projetons pour cette filière-là jusqu'en 2026. Ce document, sur la base de cet objectif-là et des contraintes qui ont été identifiées, a défini les actions qui vont être menées. Et c'est là où le processus de mobilisation de ressources a commencé. Donc au niveau des actions qui sont retenues, il y a déjà des projets et programmes qui sont en cours sur cette filière-là. On a répertorié les actions qui sont prévues au niveau de ces projets, programmes-là et les ressources prévues pour mettre en œuvre ces actions qui rentrent dans les objectifs de ce PNDF-là. On a répertorié ces coûts et puis on a identifié le gap de financement pour lequel nous allons chercher de nouveaux partenaires. Réunis à Boïcon, les participants à la rencontre ont pour tâche de recueillir les avis des principaux acteurs sur le rapport provisoire du PNDF Soja deuxième génération, puis procéder à sa validation. Et pour atteindre les résultats fixés, ces derniers ont été invités à plus de rigueur et de sérieux dans leur analyse des différents axes de développement de la filière. Ils sont appelés à s'inspirer des expériences vécues et accumulées par chacun d'eux. Dans le travail qui va être fait, il y a donc le cadre global de contractualisation qu'il ne faudra pas occulter, parce que c'est ça, ce cadre qui va sécuriser tous les acteurs à différents niveaux. C'est ce cadre également qui va permettre d'organiser et d'assurer le financement. C'est des aspects qui doivent être sérieusement donc abordés pour que cette filière s'autofinance. De par sa contribution à la croissance économique, le rayonnement de la filière est confié au pôle agricole 4 comme filière phare et en diversification au niveau des autres. Ce PNDF Soja à deuxième génération résulte surtout de la prise en compte des recommandations de la mission d'évaluation du PNDF Soja première génération. Il est élaboré selon une approche inclusive après un diagnostic de la filière, de même que les dynamiques en cours au sein des différentes catégories d'acteurs. On s'intéresse à présent à la célébration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. C'était hier, 23 août, et c'est la ville historique de Ouidah qui a servi de cadre à la commémoration de l'édition 2023 de cette tragédie qui rappelle la déportation vers l'Amérique et vers l'Europe de nombreux Africains. Le thème retenu cette année s'intitule « De la douleur à la grandeur ». Nous allons suivre. C'est depuis 1998 que l'UNESCO invite les peuples du monde à s'incliner devant la mémoire des milliers de déportés en direction de l'Europe et des Amériques. Le Bénin sacrifie une fois de plus à ce triste souvenir de la traite négrière et de son abolition à travers le thème de la douleur à la grandeur. Un moment singulier que le gouvernement béninois inscrit dans l'agenda des événements à caractère historique. Pour tout peuple, un regard responsable sur le passé est le gage d'un présent conscient et d'un futur prometteur. Cet épisode douloureux de notre histoire revêt au Bénin une dimension exceptionnelle dans la mesure où une partie de notre pays a été le foyer de cette activité. Dès lors, c'est avec beaucoup d'humilité et de responsabilité que je me tiens ici devant vous aujourd'hui à Ouidah pour présider les cérémonies marquant le souvenir de cette tragédie. Il s'agit pour nous
dans la tragédie qu'a provoquée cette traite et les souffrances qui en ont résulté, de trouver l'énergie pour construire les utopies, celles qui nous font grandir et nous aident à rendre effectives des ambitions exceptionnelles. Le Bénin demeure dans l'histoire l'un des foyers les plus actifs de ce commerce avec de nombreux vestiges qui en racontent le récit. Les autorités béninoises n'ont donc pas hésité à faire de Ouidah, qui reste la porte de départ de ces milliers d'hommes et femmes en Amérique, une ville de développement du tourisme et un trait d'union entre le Bénin et les afro-descendants. Réaliser ce pari signifie réhabiliter la mémoire de l'esclave à travers les sites où les événements ont pris souche et se sont développés. Le fort portugais, bien sûr, la place aux enchères, le mémorial de Zongodi, la route de l'esclave et la porte du non-retour, dont la restauration, le redimensionnement sont en cours, en constituent des symboles forts. Il s'agit aussi des ouvrages et des infrastructures conçues à la seule fin de témoigner de cette histoire et d'offrir aux générations successives les outils efficaces de la transmission. La maison de la mémoire et de l'esclavage, la MAM, le bateau du départ, illustre cette approche. La célébration cette année de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition vient davantage sceller le lien avec la diaspora. Le programme de la journée prévoit une conférence débat, une marche mémorielle et plusieurs prestations artistiques. Vous l'avez certainement constaté, la cérémonie de commémoration de la tragédie de la traite négrière s'est déroulée dans un espace spécial dans la ville de Ouidah. C'est la place de vente aux enchères des esclaves, entièrement rénovée en face de la maison de l'ancien négrier Francisco de Souza. Cette place est entièrement rénovée sur instruction du président Patrice Talon et c'est l'un des grands projets en cours actuellement dans la ville de Ouidah pour restaurer son image. Nous allons suivre les explications d'une autorité de la ville. Ce natif de Ouidah nous livre ses observations sur les autres chantiers en cours dans la ville de Ouidah pour la restauration de son image. Ici, nous sommes à la place aux enchères des esclaves. C'est la place où on négociait l'achat des esclaves et avant le départ, pour au-delà des mers. C'est en fait une place qui est entièrement rénovée par le gouvernement du président Talon et qui a voulu faire de Ouidah toujours une ville touristique. Et c'est un site touristique par excellence ici. C'est là où on vient négocier les esclaves devant la maison de l'esclavagiste Don Francisco Félix de Souza. Donc c'est de là ils partent pour les Caraïbes, les États-Unis et autres. Là. Et Ouidah, c'est la prochaine ville. Quand je dis la prochaine ville, Ouidah, il y a beaucoup d'investissements colossaux à Ouidah ici, bien sûr du gouvernement, surtout sur le plan du tourisme. Depuis Avlekété, ce n'est pas la liste est exhaustive, mais depuis Avlekété jusqu'à l'embouchure, c'est-à-dire en passant par comment on appelle, Casa del Papa, jusque là-bas. Et à l'intérieur de la ville, il y a beaucoup de choses à Djegbadi. Ce que nous voulons, c'est que c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps déjà. Ils ont fait les études, tout ça. Et ils sont rentrés maintenant dans la phase de la réalisation, de la concrétisation de ces projets-là. Et à ce niveau, je vais demander juste aux entrepreneurs en charge de ces travaux d'aller selon leur planning de manière à ce que Ouidah sorte de cette léthargie. Rappelons que Ouidah faisait partie des premières villes de l'Afrique occidentale française après Dakar. Et aujourd'hui, Ouidah est dans une léthargie. Dieu merci que le gouvernement du président Talon veut sortir Ouidah de cette ornière-là en mettant beaucoup de projets dans la ville. Que les entrepreneurs fassent ce qui est de leur devoir. D'abord, la qualité des travaux et également le délai raisonnable qu'ils doivent respecter par rapport à leur planning. Et nous, à notre niveau, nous évaluons ces projets, et sauf erreur de ma part, à plus de 500 milliards. Tous ces projets qui doivent se passer dans Ouidah à plus de 500 milliards. Nous avons beaucoup de routes à construire, nous avons plein de choses. Il y a la densification de l'électricité, il y a la densification de l'eau, il y a beaucoup de choses qui se passent à Ouidah, la sécurité, la santé, il y a plein de choses qui se passent à Ouidah. Donc comme je vous ai dit, Ouidah c'est la prochaine ville.
D'une place qui rappelle la tragédie à une autre, qui évoque la grandeur de notre pays, nous allons à présent faire un tour à la place de l'Amazone qui accueille depuis quelques jours la destination première, qui est devenue la destination première des citoyens de Cotonou. Des concerts live sont animés presque tous les jours pour agrémenter les vacances. C'est une initiative du gouvernement béninois baptisée Chante et danse avec l'Amazone. Une de nos équipes de reportage est allée vivre l'un de ces moments de joie et de gaieté. Voici le reportage de Mathias Rungbadi présenté par Ouliat Sanoussi. C'est l'ambiance qui règne depuis quelques jours ici à la place de l'Amazone. Ce mardi soir, c'est le groupe de percussionnistes Wood Sound qui égaye le public présent au pied de la grande dame en bronze. Un public qui ne manque pas d'exprimer sa gratitude face à cette initiative du gouvernement. Je trouve l'événement très bien et ça nous fait plaisir au peuple béninois parce que c'est la musique et le peuple béninois, nous aimons tellement la musique. Donc ça se passe bien comme vous le voyez vous aussi. Donc on remercie beaucoup le gouvernement. C'est une très bonne initiative. Je suis déjà venue à un concert il y a quelques jours et je trouve ça très chouette parce que on rencontre toute la population de Cotonou et d'ailleurs qui viennent s'amuser en musique. C'est super pour moi parce que je découvre la place, l'Amazone et puis en même temps ça me permet de découvrir la musique. C'est le deuxième concert que je vois et que je fais qui est très différent et du coup ça me permet de vraiment découvrir. L'initiative Chante et danse avec l'Amazone, ce sont des animations acoustiques, prestations chorégraphiques et musicales et des orchestres pour agrémenter les vacances. Des instants que les citoyens souhaitent pérennes. Je pense qu'on souhaiterait même que ce ne serait pas seulement les vacances. On peut changer des formats. Ça peut être des formats un peu classiques pendant les jours. Parce que la fréquentation maintenant, ce n'est plus question de vacances et de trucs là. Ça dépend, les étrangers viennent beaucoup. Il faut qu'il y ait cette petite ambiance qui vend aussi le Bénin dans sa profondeur musicale et autres. Démarré depuis le 8 août dernier, ce programme se poursuit tous les soirs de 17h à 19h au pied de l'Amazone. Il prend fin le 3 septembre 2023. Parlons sport à présent avec la cérémonie de clôture du championnat national scolaire édition 2023. La compétition qui a connu la participation des équipes venues des établissements secondaires publics et privés du Bénin s'est déroulée à Abomey. La phase finale est placée sous la tutelle du ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Les détails. Pour la compétition, les disciplines retenues cette année sont l'athlétisme, le handball, le basket ainsi que le foot masculin et féminin. Les équipes participantes sont venues des collèges et lycées privés comme publics de tous les départements du pays. Pendant une semaine, ces jeunes athlètes, joueurs et joueuses ont rivalisé de talent et développé diverses techniques en vue de prouver leur savoir-faire dans les différentes disciplines. Ce que nous avons vu ici depuis une semaine témoigne de ce que la réussite du Bénin est dans la main des jeunes sportifs ici présents. Je voudrais ensuite saluer les différentes délégations ici présentes qui ont honoré de leur présence aux différentes rencontres qui se sont déroulées sur le stade de Goho. Cette phase finale de la 3e édition du championnat national scolaire s'est déroulée sur les installations du stade Omnisport de Goho. Elle a été marquée par de nombreuses rencontres à l'issue desquelles les plus habiles et plus forts ont été identifiés. Le dernier match de football masculin a opposé les joueurs du CEG Sainte-Rita à ceux du CEG Azove. Au bout du temps réglementaire, les premiers ont remporté, conservant ainsi leur titre de champion qu'ils détiennent depuis l'année dernière. Même on sait que ce n'est pas trop difficile, mais on s'est relâché un peu. C'est pourquoi on a perdu cette match. On a eu des occasions, mais comme la chance n'est pas de notre côté, c'est pourquoi on n'a pas pu marquer. On est très heureux parce qu'au début, ce n'était pas trop facile. On avait dit ça, qu'on va encore remporter cette année par la grâce de Dieu. Et le Tout-Puissant a laissé, on a encore remporté. Nous sommes très contents. Mes coéquipiers, on est très heureux. Au niveau de la prestation en 2021, quand on était à Grand Popo, le ballon allait dans tous les sens. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a un fond de jeu, tant au niveau des hommes qu'au niveau des filles.
Et au niveau des athlètes également, tout a connu une amélioration. Les institutions internationales auxquelles nous appartenons nous décernent déjà de grands satisfaits. Paris gagné pour l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU, ainsi que le ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Ils entendent mettre les bouchées doubles en vue de parfaire l'organisation des prochaines éditions. Bravo à toutes les équipes et vraiment merci encore au comité d'organisation. Merci pour ce magnifique travail. Merci pour ce que vous êtes en train de faire. Vous le voyez, c'est beau et c'est ça le Bénin révélé dont le président Talon rêvait et sur lequel nous sommes en chantier depuis 7 ans. Je veux féliciter tous nos jeunes officiels. Merci pour les jeunes qui s'essayent à la pratique du reportage sportif. Aux encadreurs, coachs, volontaires et autres membres ayant contribué à l'organisation, Oswald Omeki n'a pas tari d'éloges à leur égard en guise d'encouragement et pour inciter ces jeunes sportifs à mieux faire. Des distinctions de même que des prix ont été distribués. Certains ont reçu des médailles en or, en argent et en bronze, d'autres des trophées et plusieurs récompenses. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous. Pour la compétition, l'athlétisme.